Donc, comme pour l'affaire des diplômes et tout ça, moi, je ne fonctionne qu'avec le diplôme du Congo. Je n'ai pas pris d'autres cours de collège ou quoi que ce soit ici. Et ça, ce n'est pas un mensonge, c'est vérifiable. Il vient du Congo avec un diplôme congolais. Il est médecin. Il est devenu médecin au Congo. Maintenant là, ici, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Et il veut dire qu'il n'a que ce diplôme-là. Vous précisez, je travaille toujours dans le domaine médical. Je travaille dans le service de cardiologie aux cliniques universitaires de l'Université de la Californie, ici à Sacramento. C'est un très grand hôpital, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc, l'Université de la Californie, ce n'est pas une petite université non plus. Il y a plusieurs campus autour. Donc, le plus proche campus, c'est le campus de Davis que nous avons ici, à côté de chez nous. Donc, pour entrer dans ces institutions-là, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Salut à tous, à toutes et à tous. Je suis ici en Californie. Je suis devant une personne que les uns connaissent et que les autres ne connaissent pas encore et qui va se présenter tout à l'heure là. Nous sommes à Sacramento comme région ou county. Ouais, ici, ils appellent ça le Greater Sacramento, mais le county, c'est Placer County. Voilà. On est ici à Sacramento. Cela nous permet de nous localiser et ça permet aussi à ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette place de pouvoir avoir une idée. Je suis là avec la personne ici présente, comme je l'ai dit tantôt. Elle va se présenter. Merci beaucoup pour cette opportunité. Eh bien, je réponds au nom de Michel Kabeya. Je suis congolais d'origine, délocalisé aux États-Unis depuis un certain temps. Merci pour nous avoir accueillis ici. J'ai fait un long trajet de 2 heures du temps pour venir voir ce monsieur. Comme il a dit, il est congolais, mais il vit ici aux États-Unis depuis quelques années. Tu es docteur? Oui, avant toute chose, je suis mari, père de famille, j'ai 3 enfants. Donc ça fait pratiquement 11 ans que je suis marié, depuis 2011, ça fait 13 ans que je suis marié. Oh, ma femme ne me pardonnera pas pour ça. Donc ça fait 13 ans que je suis marié, je suis médecin de formation au Congo, donc et la suite on vous l'expliquera tout au long de l'émission, donc c'est un peu ce que je peux dire en gros en ce moment. Docteur Kabeya. Ouais. Congolais d'origine. Tout à fait. Mais ton voyage n'a pas commencé aux États-Unis. Non. Tu es diplômé au Congo. Ouais. Diplômé, c'est-à-dire que tu as obtenu ton diplôme comme médecin. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas travaillé au Congo? Non, je n'ai pas travaillé au Congo. Donc, j'ai obtenu mon diplôme d'université en médecine en 2006. De là, bon, le pays étant ce qu'il est, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Disons qu'il n'y a pas eu d'opportunités. Et étant jeune à cette époque-là, donc ça fait déjà pratiquement 18 ans ou 19 ans parlant. Wow. Donc il fallait prendre une décision qui était très difficile. Ce qui m'a motivé à partir de mon pays, c'était le fait que on donnait des applications ça et là pour chercher de l'emploi parce qu'il y avait des offres composées, mais on ciblait plus là où ça pouvait payer quelque chose de consistant. Donc on regardait dans tous les sens où il y avait des ONG, des programmes internationaux qui étaient sur place et ainsi de suite. Donc, mais on cherchait un peu partout. Alors une fois là, alors ces applications allaient, mais c'était sans retour. Donc on ne nous appelait pas aux interviews, mais bon, fallait penser à comment vivre sur place, c'était difficile. Une fois, on a eu quand même la chance d'être sélectionné parmi les candidats qui devaient passer à l'interview. Alors là, c'était le choc. La
l'une des questions qu'on m'avait posées pendant l'interview, c'était qui m'avait envoyé. Et là, ça m'avait fait révolter intérieurement, ça m'avait fait tiquer. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Vous faites un poste, vous décrivez ce que vous recherchez dans un candidat. Et moi, je pensais que j'avais rempli ces conditions-là. Mais au-delà de ça, bon, il y a toute la politique qui était impliquée là-dedans. Donc, apparemment, il fallait être référé par soit un grand politicien, avoir une connexion d'une manière ou d'une autre pour entrer dans n'importe quoi. Voilà. Alors, c'était tout ça qui m'avait quand même révolté. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'endroit où je peux... Parce que je n'avais aucune personne ce qui m'appuyait dans ce sens-là, dans le sens de avoir des recommandations fortes politiques. Vous vous imaginez un peu dans ces conditions-là, c'était très difficile pour penser trouver de l'emploi. Alors, j'ai commencé à regarder ailleurs. Donc, ces chocs-là, ouais. La question-là que la personne là t'a posée, ouais. qui t'a rébellé, ouais. Et en même temps t'a motivé. C'était ça, justement. De dire que bon, ici au Congo, je trouve que je n'ai pas encore ma place ici, je dois aller chercher ailleurs. Absolument. C'était plus dans le sens d'une motivation que moi j'ai pris ça. C'est quelque chose de négatif, mais je l'ai exploité dans un sens de me motiver moi-même à chercher mieux. Je me suis dit, bon, écoutez, je suis chez moi, on me traite de cette manière, je préférais encore que ce soit chez autrui, on me pose de telles questions. Alors, mais bon, je voyais pas l'opportunité de chercher à pousser dans ce sens-là étant au pays, donc les portes étaient pratiquement fermées. Donc il fallait soit chercher autre chose, se déverser dans complètement autre chose pour essayer de gagner du pain, ou carrément chercher ailleurs, donc en dehors du pays. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à regarder dans tous les pays qui nous entourent. Donc il y avait la Zambie juste à côté. Il y avait un peu plus loin le Botswana, il y avait la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc j'avais tout ces tas de choix à faire là-bas, parce que déjà à l'époque, il y avait des gens avec qui j'avais étudié qui avaient décidé de quitter le pays, qui étaient déjà partis, qui pour la Zambie, qui pour l'Afrique du Sud. Disons que la majorité allait vers l'Afrique du Sud parce que c'était un pays que moi je ne connaissais pas encore étant au pays, mais j'entendais déjà que c'était un pays bien, qui avait beaucoup d'opportunités et qui payait bien par rapport à la pratique de la médecine. Donc j'ai porté mon choix là-dessus. Et une année après que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai plié bagage. J'ai fait une aventure parce qu'en partant du pays, je n'avais que $500 en poche. Ok, on va arriver là. On n'est pas encore sur le point de départ. On va arriver là. Donc, après l'obtention de ton diplôme, c'est après une année que c'est dans une année que tout ceci s'est déroulé. Les chocs là, demande de démarches pour trouver de l'emploi, ça t'a pris une année comme médecin. Oui, au pays, tout à fait. Et après tout ça, c'est alors que tu as décidé, ok, je dois aller chercher ailleurs. Absolument. Et les choix de l'Afrique du Sud, parce que tu viens de parler qu'il y avait la Namibie, la Zambie, le Botswana, et pourquoi l'Afrique du Sud? Bon, il faut dire que j'ai regardé beaucoup de paramètres. Je suis quelqu'un de très discipliné, d'abord en termes de... Quand je vais m'engager sur quelque chose, je m'informe à la source. Voilà. Donc, j'ai fait cette recherche. À l'époque, bon, Internet, c'était encore un peu nouveau au pays, mais ça faisait déjà son chemin. Donc, ce n'était pas la seule source d'information que j'avais. Donc, j'allais sur des sites officiels de ces gouvernements, différents gouvernements, pour prendre ces informations-là. Et puis, je m'appuyais sur les amis qui étaient déjà partis avant moi, qui vivaient déjà en dehors du pays. Je prenais les paramètres des différents coins. Donc j'avais des amis en Zambie, j'avais des amis en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. Alors j'ai regardé tous les paramètres mis sur la table. L'Afrique du Sud était la première économie de l'Afrique à cette époque-là. Ça peut être... C'était en 2007.
En 2007. Ouais. C'était la première puissance économique de l'Afrique. Ça, c'était déjà un paramètre très encourageant parce que ça te dit déjà quel type d'économie ce pays a, quelle est la valeur de sa monnaie, donc toutes ces choses-là, et combien on payait pour la prestation comme médecin là-bas. Donc j'ai comparé tous ces paramètres et puis la facilité d'intégration et tout petit peu tous ces paramètres-là j'ai étudié. Je me suis dit que c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. Ce n'était pas seulement l'aspect argent que je regardais dans le temps. C'était tous les autres paramètres mis ensemble et surtout les opportunités. Oui, oui. Ouais. Donc, la Zambie n'était pas très avancée. Je l'ai vue sur place parce que on en parlera peut-être comment j'ai quitté mon pays pour arriver en Afrique du Sud. Donc, je suis passé par tous ces pays-là que je viens de citer là, donc avant d'arriver en Afrique du Sud. Oui, Dr Kabeya, tu as parlé de $500. Tu n'avais que $500. Mais à l'époque, tu sais que $500, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup. Mais c'était pour les réunir, d'abord, c'était beaucoup d'efforts que j'avais fait, beaucoup de sacrifices. Et un petit détail sur ça Oui, ça veut dire qu'il fallait d'abord, en tant qu'étudiant, il fallait se débrouiller à gauche, à droite pour survivre, payer certains frais, acheter des syllabus, payer son transport, s'acheter une petite chemise, une paire de chaussures, des choses comme ça. Donc, il fallait bosser à côté du fait qu'il fallait aller prendre des cours. Donc, on savait combiner toutes ces choses et on savait se débrouiller dans ce sens-là. On a pu générer des petits montants que j'ai économisés. Et au moment, donc ça veut dire que quand j'ai fait toutes les démarches, ça veut dire obtenir un passeport, un visa, payer le voyage, les frais de l'immigration, la vaccination, et tout ce qui m'est resté, c'était ça que j'amenais déjà là-bas. Je me suis vite rendu compte, arrivé sur place, que ça ne représentait pas grand-chose non plus. Okay. Donc c'était une grande somme dans le contexte du Congo, mais c'était rien par rapport à ce qui m'attendait de l'autre côté. Donc, pour résumer le parcours, je suis parti de Lubumbashi où j'ai pris un bus traversant la Zambie. Et puis j'ai pris, enfin le même bus a continué jusqu'en Afrique du Sud, mais c'était un voyage d'au moins 48 heures. Voyage d'au moins 48 heures. Ouais. Mais avant de rentrer dans le voyage, quelqu'un te regarde et il passe à des moments difficiles. Ouais. Il vient d'obtenir son diplôme dans n'importe quel pays d'Afrique. Le système ne lui permet pas qu'il s'en sorte ou qu'il se stabilise. Il est découragé. La dépression frappe à sa porte. L'anxiété. Un mot? En fait, prendre une décision de partir pour l'inconnu, c'est pas une mince affaire. C'est une très grande décision où vous jetez pratiquement à l'eau. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Vous pouvez avoir une idée basée sur des petites informations que vous avez recoupées, mais le plan ne marche pas toujours comme on l'a écrit sur papier. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Maintenant, parlant des difficultés, de la peur de l'inconnu, la dépression, si on pense qu'on ne se retrouve pas, des choses comme ça, ça, ce sont des faits que individuellement quelqu'un peut essayer de puiser dans ce qu'il a, la détermination, la force la détermination de réussir. Donc si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous pourrez déplacer des montagnes. Avec votre foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Ça, c'est pour s'inspirer un peu de ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas seulement la foi qui vous fera arriver, mais c'est votre détermination aussi. Maintenant, vous avez au moins une chance là où vous le regardez. Maintenant, si vous désistez à ce niveau-là et que vous repliez, c'est déjà un échec cuisant à votre niveau. Parce que vous avez déjà investi un certain nombre d'efforts, des fonds. Mais maintenant, il faudra, si vous décidez à ce niveau-là d'abandonner et de reculer, ça veut dire que vous avez tout jeté à l'eau. Ça veut dire que vous enfoncez dans votre dépression parce que vous allez regarder, j'avais ceci, je n'ai pas pu les exploiter. Maintenant, comment est-ce que je peux revenir au niveau où j'étais? Donc, vous qui nous regardez,
découragé, au milieu de vents et marées, suivez son conseil, il est passé par là, apprenez quelque chose et ne baissez pas les bras. À ce sujet-là, je voudrais juste ajouter vite un élément. Ça veut dire qu'en plus de faire tout ça, vous devez vous entourer de personnes qui vous donnent des conseils positifs. Ça veut dire éviter les décourageurs, en d'autres termes. Parce qu'il y a déjà des gens qui vont vous dire que on n'a jamais vu ça, c'est compliqué, c'est difficile, avec ce que vous avez, c'est impossible, vous n'allez pas avoir. Il y a toujours de ce genre de personnes autour de vous. Moi, j'ai appris à écouter d'une oreille et de filtrer par l'autre oreille ces genres de propos négatifs. Parce qu'il y en aura toujours. Regardez toutes les personnes qui ont réussi dans le monde d'aujourd'hui. Si vous lisez leur biographie, ils vont vous dire des choses par lesquelles elles sont passées. Ça n'a pas toujours été une ligne droite. Ça a été des chemins truffés d'obstacles qu'ils ont appris à contourner d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, vous-même, vous avez la responsabilité de pousser et d'atteindre vos objectifs. Donc, nous qui sommes autour de vous, qui vous donnons des encouragements, nous ne pouvons que vous soutenir de cette façon-là. Mais le reste, c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Merci. On va passer à la deuxième partie du Congo. La première que tu as quitté le Congo pour une destination inconnue, mais en quelque sorte connue, qui est l'Afrique du Sud. Alors, on venait là de parler de la première partie où tu as évoqué l'obtention de ton diplôme et les préparatifs vers un coin inconnu. Alors, parle-nous un peu du jour J, le jour où tu as quitté le Congo. Les premières heures, la première minute, la première seconde. C'était un jour que je n'oublierai jamais. Je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Alors, j'ai fait mes bagages. Ma famille m'a accompagné jusqu'à la station. Je devais prendre un bus qui connectait directement à Johannesburg. Alors, ils m'ont accompagné. On est restés ensemble. Mais bon, après, il était temps de partir. Alors, c'est là que j'ai commencé à voir le changement sur la route. Je partais de Lubumbashi vers Kasumbalesa. Alors, arrivé à la frontière, Kasumbalesa, c'est la frontière Zambie-Congo. On arrive là-bas, d'abord, bon, c'était le choc. De l'autre côté de la grille, en fait, c'était même pas une grille, c'était une barrière qu'on pouvait juste lever. On savait voir que c'était déjà différent en termes de structure. C'était bien organisé, ça nous paraissait propre et structuré, mais quand je regarde chez nous, c'était des bureaux éparpillés dans tous les sens, des petites maisonnettes, un peu désorganisées, quoi. Donc c'était déjà ça le premier choc. J'ai vu que, tiens, en face de nous, on a un pays qui paraît. Ça, c'était en 2007, donc les choses ont changé après mon départ. Mais c'était déjà un choc, le tout premier. Je regarde, j'ai dit, mais on est voisins, on vit comme ça, mais regardez en face là, ça paraît très beau déjà. Une petite structure bien organisée là où il y avait tous les services. Alors on passe dans les différents services, on entre le bus qu'on avait pris. Et quand on regarde la façon dont on roulait sur les routes du Congo, il y avait des troupes, donc c'était des mouvements tout le temps comme ceci. Alors quand on a traversé en Zambie, on a commencé à glisser sur les surfaces bien planifiées, donc c'était des routes bien construites. C'est comme dans un rêve. Alors j'étais déjà émerveillé par ce changement-là. Et ce qui m'attendait de l'autre côté, à ma destination, était encore exceptionnel. C'était très beau. Donc on voyait déjà le changement progressif, parce qu'on était plus des Congolais dans les bus là, donc c'était à 80-90% des Congolais qui étaient à bord de ce bus-là. Donc pour la plupart, c'était la première fois qu'ils allaient dans ce pays-là. Donc on savait tous admirer les paysages à gauche, à droite. On s'arrête dans des stations de ravitaillement, d'essence et tout ça. Donc c'était déjà des petites boutiques bien faites là que l'on voit, un peu le style qu'on a ici aux États-Unis. Donc c'était le même style. Dans les pays anglophones, ils ont bien fait leur histoire. Donc ça, c'était le premier choc.
Ok, le premier choc, c'est la beauté de l'environnement, Voilà. comment les autres ont construit leur pays, comparé à notre pays, les Congo. Tout à fait. Ok. À partir de la Zambie? Oui, à partir de la Zambie, on a roulé, on est arrivé à la frontière Zambie-Zimbabwe. Alors, en passant d'abord, on est passé par la capitale de la Zambie, donc c'était déjà quelque chose de très beau aussi. Donc, on arrive à la frontière Zambie-Zimbabwe, c'est touristique. C'était très beau. Ils ont fait des structures impressionnantes. Ça fait partie un peu de leur chute du lac Victoria. Donc, c'est une extension de lac qui sépare les deux pays. Donc, ils ont construit des structures imposantes, des structures architecturales que vous pouvez admirer toute la journée. Ça a augmenté dans notre dose d'être émerveillé par ce que l'on voyait. Donc, ça nous révoltait intérieurement. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des structures comme ça chez nous, un pays bien ordonné, bien organisé. On ne parle pas seulement de leurs structures, mais dans leur comportement aussi, il y avait déjà un grand changement. Donc, un exemple, c'est que les gens ne se bousculaient pas pour entrer dans n'importe quoi. S'aligner pour entrer dans le magasin, ça c'est depuis la Zambie. S'aligner pour entrer dans les bus, on le voyait déjà un changement parce que de là où l'on venait, il y avait toujours cette tendance-là de se camoufler, se faufiler, se bousculer pour entrer dans n'importe quoi, dans les bus, dans les magasins. Il y avait du désordre. Mais là, la culture anglophone a fait du bon travail. Donc, les gens ont grandi avec cette culture de s'aligner, on ne se bouscule pas. Donc, c'était des choses qui nous frappaient. Donc, automatiquement, il y a un guichet, tout le monde s'aligne. Que vous soyez 100, 50, personne ne va se bousculer, on va servir tout le monde. C'était des petites choses comme ça qui nous émerveillaient déjà à cette époque-là. Parce que, bon, on n'a pas grandi comme ça chez nous. Il y avait toujours ce cafouillage, le désordre. Faut se bousculer, donc tu restes là, tu rates ce que tu vas chercher. Donc c'était un peu cette mentalité qu'il fallait déjà commencer à ajuster au fur et à mesure qu'on allait avec l'évolution. Du Congo ou de la Zambie en Afrique du Sud, combien d'étapes, combien d'escales? Bon, on n'a pas fait beaucoup d'escales, hein. C'était de longues périodes où c'était juste des conduites. On faisait des petites pauses après peut-être 3-4 heures de conduite où on devait ravitailler le bus, permettre aux gens de se soulager dans les petites, chercher à manger ça et là. Mais pour l'ensemble du voyage, ça m'a pris 48 heures. Donc partant de Lubumbashi jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud. Et tu peux avoir une idée de combien tu as dépensé à part ton billet ou de petites dépenses là en cours de route? Ça fait quand même longtemps, mais je vais essayer. Donc, tout ce que je sais, c'est que nos passeports nous ont coûté trop cher. Pour rien. Comparé par rapport aux autres pays, j'ai compris que nos passeports nous coûtaient trop cher. On avait dépensé à l'époque, $200 pour un passeport. Alors, le visa de l'Afrique du Sud avait coûté à peu près 50 à $60. Il fallait ajouter les frais du visa de transit de la Zambie qui coûtait à peu près 25 à $30 parce qu'il fallait avoir un visa pour passer. Il avait une durée de 48 heures, mais le Zimbabwe à l'époque avait des contrats avec notre pays, le Congo. On n'avait pas à présenter un visa, on pouvait juste entrer avec un passeport. Ça enlevait déjà les frais. Donc, ça a pris à peu près tout ce montant-là, peut-être $300 à $400. Mais, à la frontière, Kasumbalesa, il y avait des frais à payer qui ne sont répertoriés nulle part. Service de l'immigration. Kasumbalesa, là, c'est la frontière chez nous au Congo. Chez nous au Congo. Ouais, pour traverser en Zambie. Il y avait des frais qui nous sont parachutés comme ça au DGM, au ANER, au ceci, cela. Et ce sont des trucs qu'on ne comprenait pas. Nous avions nos cartes de vaccination. Ils étaient là, mais bon, quand vous donnez un passeport, on vous dit, mais nous, on va manger quoi? Si, mais
Et ils vous coincent là, vous ne savez pas quoi faire, c'est des 20 $ qui tombent, des 40 $ qui tombent, et tout ça n'était pas planifié. Et je vous avais dit que je partais avec 500 $. Donc déjà quand je quitte mon pays à la frontière, on m'a déjà bouffé à peu près 150 $. Wow. Donc il me reste quoi? Donc c'est un peu ça, des choses comme ça que je n'ai pas vécu dans les autres pays que j'ai traversés. Quand tu as déjà ton visa, tu as déjà tout payé. Ces gens-là prennent, ils mettent quoi ça, le visa, tu passes, tu continues. Donc ils ne cherchent pas des petites choses là, oh non, tu dois nous corrompre ici, tu dois nous corrompre là-bas. Donc c'est des choses révoltantes. Donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais ça fait 18 ans ou 17 ans comme je l'ai dit, donc ce sont des choses révoltantes. Donc 48 heures après, te voici en Afrique du Sud, ouais. Un pays nouveau, un système totalement différent, une culture différente, un pays inconnu. 48 heures après, c'était le jour, la nuit, le soir? On est arrivé la nuit. La nuit. C'était beau encore à voir. Parce qu'en fait, la frontière Zimbabwe-Afrique du Sud, c'est un autre endroit touristique. On voyait des lumières à perte de vue. Donc c'était des bâtiments, c'était déjà une structure, lumière partout, des routes très bien faites. Alors on savait voir ça à partir de la Zambie, et en fait du Zimbabwe, avant de traverser. Donc on est arrivé la nuit entre, disons pas la nuit en termes de temps, mais c'était, il faisait noir, c'était les heures du matin, donc entre 2 heures du matin et 3 heures. Donc on est arrivé dans le noir, quoi. Et à cette heure-là, à des heures pareilles, tu n'avais pas peur de ta sécurité? Non, il faut dire parce que tu viens d'un pays où à des heures pareilles, tu ne peux pas oser aller nulle part. Oui, c'est ça la différence avec les pays de l'Afrique australe. Ils opèrent un peu au standard d'ici. Donc, d'abord, les infrastructures sont imposantes. C'est hyper sécurisé, c'est éclairé. Leurs frontières, il n'y a pas à craindre. N'importe à quelle heure que vous arrivez, c'est hyper sécurisé. Vous n'avez rien à craindre. Vous suivez les instructions telles qu'on vous les donne, où il faut marcher, ainsi de suite, et vous n'avez pratiquement rien à craindre. Donc, il n'y avait pas de crainte à ce sujet-là. Donc, tous les services fonctionnent 24 heures sur 24 et ils opèrent normalement. Nous continuons le parcours. Tu as quitté le Congo après l'obtention de ton diplôme comme médecin. Te voici vers le sud, vers l'Afrique australe. Zambie, tu as traversé encore d'autres pays. Le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Après 48 heures, ouais. Te voici en Afrique du Sud. C'est ça. Des amis, famille. Voilà. Où est-ce que tu as atterri? Ouais. Et il faut dire que j'ai été la seule personne de la famille qui soit sortie du pays à cette époque-là. Donc je n'avais aucune famille en Afrique du Sud, ni cousin, ni frère, ni soeur, ni qui que ce soit, ni oncle, ni tante. Il n'y a personne de chez moi qui était en Afrique du Sud. Alors j'avais, à partir du pays contacté, comme je l'avais dit, j'avais des amis. Par contre, j'avais beaucoup d'amis avec qui on a étudié dans la même université au pays, qui m'avaient précédé, qui d'une année, 2 années, c'était pratiquement la vague là qui précédait de 2-3 ans, donc d'intervalle entre moi et eux, que j'ai contacté parce qu'eux, ils étaient déjà là-bas. Alors, un ami avait accepté, il était à Johannesburg, il m'a dit, écoute, viens chez moi. Nous poursuivons le même objectif. Je suis médecin comme toi, donc je ne me suis pas encore enregistré avec le système d'ici en Afrique du Sud je suis en train de préparer les examens, quoi. Et j'aurais besoin de quelqu'un avec qui le faire. Et ça nous profiterait tous les deux. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je n'avais absolument pas où mettre les pieds, où poser ma tête. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je viens chez toi. Donc, il s'est débrouillé à l'époque, là. Donc, c'était un tout petit peu dans les conditions compliquées.
il faisait des petits boulots ça et là, ce qu'on appelait l'OCAM en Afrique du Sud. Là. Donc, et il louait la chambre dans la maison de quelqu'un. Donc, on a dû partager cette chambre avec lui quand moi je suis arrivé. Mais il m'a dit... Absolument. Donc, en passant, je dis bonjour, il se reconnaît. Donc, je ne vais pas juste l'embarrasser en citant son nom ici, il se reconnaît. Alors, il m'a dit... mais il est toujours là en Afrique du Sud. Il est toujours là en Afrique du Sud. Il est resté. Donc, alors, il m'a dit, écoute, moi, j'ai un petit boulot que je fais qui me permet de payer le loyer en même temps que je suis en train d'étudier pour passer ces examens. Parce que le système en Afrique du Sud, il est comparable au système ici aux États-Unis. Ça, peut-être que les gens ne savent pas. Donc, c'est... Vous amenez le diplôme de chez vous. Vous avez fini les études. Ça, c'est pour la médecine spécifiquement dont je parle. Je ne parle pas des autres branches, des autres facultés des universités. Non, je parle de la faculté de médecine. Parce qu'il y avait un besoin de médecins. L'Afrique du Sud étant un pays qui avait connu l'apartheid, donc jusque dans les années 94, après 90, peut-être 94, après la libération de Mandela, on a ouvert le champ aux médecins noirs de pratiquer, mais il n'y en avait pas assez en Afrique du Sud pour couvrir tout ça. Donc, à partir de ces années-là, il y a eu un besoin énorme de médecins. C'est ainsi que, beaucoup de gens allaient là-bas. Et c'est l'une des choses qui m'avait aussi donné la puce à l'oreille. Je me suis dit, comme il y a cette opportunité-là, j'y vais aussi. On va arriver. Ouais. Donc, à ce niveau-là, je suis arrivé chez l'ami, là. Il travaillait, il m'a dit, écoute, tu viens du même endroit que moi. Je ne peux pas me permettre. C'est ça quelque chose qui me touche jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, tu ne payes pas un seul cent sur le loyer ni sur le manger. J'ai accepté de te faire venir parce que je connais tes capacités. J'ai étudié dans la même université que toi. J'ai besoin de quelqu'un. Nous nous connaissons un peu parce qu'on s'est connus sur le campus en jouant sur les clubs dans les clubs de Scrabble. Donc, lui, il était une promotion avant moi. C'était un bon joueur de Scrabble. Comme tu dis. Oui, ça aussi. Alors, on jouait au Scrabble beaucoup avec eux dans des compétitions et tout ça. Alors, on a tissé des liens. À partir de ce moment-là, ces liens-là sont restés. Alors, quand moi je suis allé, c'est chez lui que j'ai habité, il m'a dit, ne paye rien. Je sais que tu n'as rien d'ailleurs, tu ne peux pas payer, alors je te comprends que tu viens d'arriver, mais garde cet argent que tu as amené, tu vas avoir à dépenser, parce qu'il y aura des frais de papier, ceci, des équivalences là-bas et tout ça, donc je vais te soutenir de ce côté où il faut manger, quand il faut payer les loyers et tout ça. On va s'entraider de cette manière-là. Donc, on s'est vraiment soutenu, on a étudié ensemble, préparé ses examens là-bas, faire des démarches ensemble, ainsi de suite. Donc, pendant toutes ces durées, je suis arrivé au mois de décembre. Au mois de mars, lui, il a fait des examens. Il a réussi. Il était censé partir. Maintenant, il m'a laissé le petit boulot qu'il faisait pour se débrouiller et tout ça. Donc, il m'a connecté là où il travaillait. C'était dans un hôpital là, à Benoni. C'est ceux qui connaissent l'Afrique du Sud vont se retrouver. Donc, il m'a connecté à cet hôpital-là. J'ai commencé à faire des gardes le week-end aux urgences. Et puis, lui, il est parti. Pendant qu'on travaillait comme ça, j'ai fait mes examens au mois de juin de la même année. Donc, 3 mois après qu'il soit parti. 3 mois après, oui. Ouais. Alors, j'ai aussi réussi. Et on m'a affecté, je suis allé à Bloemfontein, c'est là que je me suis installé. Et là, tu n'as eu personne pour remplacer il faut dire que j'étais relativement nouveau, je n'étais pas... on avait quelqu'un qui était dans sa succession. On lui a aussi fait la passe. Toujours entre nous Congolais, on s'est dit, on se soutient de cette manière, donc tu arrives, je te donne la main, ainsi de suite. On s'est fait des passe comme ça entre nous. Ne brisez pas la chaîne. Ouais, on ne brise pas la chaîne. C'est très important. Donc, si je n'avais pas ce réseau des amis, je ne pourrais peut-être pas m'en sortir au niveau où je me suis en sorti en Afrique du Sud, parce que ce n'est pas donné à tout le monde en ayant les 6 mois arrivés
un pays comme celui-là. Il y avait des gens que j'ai trouvés qui avaient passé 3 ans avant de réussir à ces examens-là. Ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché, une deuxième fois, ça n'a pas marché, et puis à la troisième tentative, ça marche finalement. C'était un peu ça. Mais moi, je suis arrivé, j'étais parmi les exceptions. Même mon ami qui m'a accueilli avait essayé la première fois, ça n'avait pas marché, la deuxième fois, ça a marché. Alors, il y avait cette peur-là, ça va marcher la première fois et tout ça. Ça ne m'a pas découragé. Moi, je connais mes capacités. Je ne veux pas dire que je suis exceptionnellement intelligent, quoi. Je connais mes capacités. Quand je m'adonne à quelque chose, je me donne à fond. C'est ça ma caractéristique. Donc, je n'y vais pas par demi-mesure. Je me donne à fond. Oui, merci. Il faut se donner à fond. Ouais. Docteur Kabeya, tu es arrivé en Afrique du Sud. Aucun mot d'anglais. Parce que le Congo, comme vous le savez, c'est un pays francophone. C'est d'ailleurs le premier pays francophone. Aucun mot d'anglais. Et dans 3 mois, te voici dans un pays qui parle anglais, le système anglophone, et puis tu t'intègres, tu passes ton examen. C'était comment? Comment tu as appris assez rapidement à parler l'anglais, à comprendre l'anglais, à lire l'anglais? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est ça qui retarde beaucoup de gens. Quand ils arrivent à quitter un pays francophone à un pays anglophone, en général, les gens mettent trop de préalables. Je dois d'abord arrêter tout et apprendre l'anglais. C'est une option, mais sachez qu'elle vous prendra du temps. Alors, ce que moi j'avais fait, c'est que quand déjà au pays, quand j'ai commencé à envisager quitter, j'ai acheté un livre qui s'intitulait L'anglais en 90 leçons. 90 jours. C'était comme ça le titre. L'anglais en 90 leçons en 90 jours. Ça paraît comme une blague. J'ai fait cette expérience-là en 90 jours. Je ne dis pas que j'ai appris tout l'anglais en 90 jours. En 90 jours, j'ai eu l'essentiel pour fonctionner. Donc, par jour, je prenais une leçon. Et c'était bien structuré. Pour ceux qui ont encore le temps, peuvent chercher ce livre-là. Je le recommanderais à n'importe qui. Donc, et tu l'as fait, tu n'es pas allé dans une école de formation, mais seul. Je l'ai fait, toutes ces démarches autodidactes. Donc, je l'ai fait seul. Donc, c'est possible. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez aller dans les centres où l'on donne l'anglais et tout ça. C'est votre choix. On n'impose pas une certaine manière. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Contrairement à ce que certaines opinions vont vous dire, non, mais tout le monde passe toujours par ceci. Tout le monde doit faire de cette manière. Moi, je suis un peu une particularité. Je vais là où c'est formel. Pour apprendre ma médecine, il fallait passer par le campus. Il n'y a pas le choix, tu ne vas pas l'apprendre en autodidacte. Pour ces choses-là, tu dois aller à l'école, dans des structures. Il y a des choses que tu peux apprendre de toi-même. Je viens de donner un exemple. J'ai appris cet anglais en autodidacte. Donc, ce n'est pas que il faut nécessairement aller dans une classe pour apprendre. Donc, les écoles de chez nous ne sont pas à minimiser. Le cursus, là, il était important. Il a posé des jalons. Sur ces jalons, là-bas, j'ai construit quelque chose de solide. Donc, j'ai ajouté sur ce qu'on m'a donné aux humanités. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai appris complètement cet anglais rien que de cet ouvrage. Donc, cet ouvrage n'a fait que solidifier ce qui était pratiquement une fondation sans structure. D'élévation des murs, si on peut faire une analogie à la construction d'une maison. Ok. Oui, là c'était une parenthèse pour savoir comment du français il s'est rapidement intégré dans la culture anglophone. Donc après 3 mois, dans 6 mois, tu passes ton test et tu réussis. Donc ça veut dire qu'il fallait que je prépare. Quand je suis arrivé, je suis allé d'abord, il fallait obtenir les papiers de séjour légalement. Donc le papier de séjourner légalement dans le droit de séjourner légalement dans le pays, l'Afrique du Sud. Donc la meilleure façon, d'abord à cette époque-là, le Congo et l'Afrique du Sud, tous faisaient partie du pays de la SADC. Ils sont encore pays de la SADC jusqu'à ce jour, à ce que je sache. Ça veut dire qu'à ce niveau là-bas déjà, il fallait, les 2 États n'avaient pas le droit de s'échanger des médecins ou des professionnels dans plusieurs
niveau. Donc, la seule façon pour nous de se faire accepter dans le système sud-africain, c'était de se faire réfugier en Afrique du Sud. C'était la façon d'entrer dans le système. Donc, on s'est fait réfugier, on a obtenu des papiers, on est allé maintenant appliquer avec l'ordre des médecins des Sud-Africains. Ils nous ont donné un délai, dit, OK, vous avez, en ayant les 6 mois ici, vous devez faire les examens, parce que vous vous êtes inscrit maintenant. Donc, vous avez 6 mois pour faire les examens. Donc, je venais d'arriver au mois de janvier. On me donne déjà ce verdict là-bas. 6 mois, tu dois faire les examens. Je suis en train d'apprendre et l'anglais et étudier en anglais pour préparer les examens de la médecine. Donc, j'ai fait ces choses-là en 6 mois. Voilà. Donc, c'est à ce jour ce que je considère mon plus grand succès. La plus grande chose que j'ai accomplie dans ma vie, c'était ça, déjà. Yeah. Félicitations et merci. Et à toi et à tous les médecins congolais qui sont passés par là et ceux qui aussi dans d'autres domaines passent du français à l'anglais et s'intègrent facilement. Félicitations. Merci. Ok, admis, réussi, maintenant médecin sud-africain. Là, tu étais encore célibataire. Absolument. Et il faut le dire aussi que si j'étais en mesure de faire toutes ces choses, c'est parce que j'étais encore seul. Oui. Je n'avais pas de charge de famille à l'époque. Donc, c'est important. C'est un concours de circonstances. Ça n'empêche. Oui. Donc, ceux qui sont déjà mariés, qui ont des ambitions, ne vous limitez pas. Donc, ça peut peser sur vous, mais ce n'est pas impossible. Oui. Ok. Ton premier salaire comme médecin en Afrique du Sud, ton impression, partage un peu ça avec nous. C'était avec beaucoup de joie, parce qu'après tant de sacrifices, quand tu reçois ton premier salaire, c'est une gratification. Donc, quand on m'a envoyé la fiche de paye et qu'on a fait la transaction à la banque, je regarde, ça faisait l'équivalent de près de... À l'époque, là, j'étais encore médecin interne, comme on l'appelle, médecin stagiaire. Donc, c'était ça leur système à l'époque. On nous recrutait comme des médecins stagiaires pendant 2 ans. Et puis, on vous lâche. Après les 2 ans, vous allez faire votre médecine générale. Alors, bon, un médecin stagiaire, déjà, à l'époque, ça représentait, si je fais des équivalences propres, ça me représentait près de $2000 américains. À l'époque. L'équivalent de ça qu'on payait déjà. Un peu, en quelle année comme ça? Ça, c'est en 2007. Non, 2008. 2008, ouais. $2000, l'équivalent de ça. Célibataire. Ouais. Donc, ça, c'était ce qu'on payait. Par rapport au Congo, à l'époque, ce n'était même pas $100 que l'on payait à un médecin chez nous. Donc, c'était déjà un choc pour moi. Et ces $2000 là, pour quelqu'un qui est au Congo, il se représente dans le contexte du Congo, mais ça représentait quand même quelque chose pour vivre décemment en Afrique du Sud, mais c'était pas le sommet, quoi. Ouais. Ok. Et ça t'a pris combien de temps pour penser au mariage? Tu te dis que bon, maintenant là... Ouais. Il faut dire qu'en partant de l'Afrique, en fait, partant du Congo, j'avais déjà laissé une fiancée au pays. Donc, j'étais étudiant, j'étais déjà engagé à ma femme actuelle. Donc, on s'est rencontrés en Bujimaï, donc c'est en 2005. C'est la capitale du diamant. Tout à fait. C'est une ville congolaise. Ouais. Capitale du diamant. Donc, 2005 déjà, j'étais engagé à elle. Ah, okay. J'ai fini mes études, je lui ai promis le mariage, je lui ai dit que je dois aller me battre. Je te ferai venir, on va se marier. Je vais d'abord chercher mon avenir. Après, il t'a rejoint. Donc, 3 ans après, quand je me suis stabilisé là-bas, je l'ai fait venir, on a fait notre mariage, entouré essentiellement des amis et quelques connaissances, les gens avec qui je travaillais, ainsi de suite. Donc, on s'est marié en Afrique du Sud, ça fait pratiquement 13 ans maintenant.
13 ans Ouais. maintenant. Et Depuis que on vous êtes a ensemble. 3 enfants, ça Ouais. fait. Ouais. Mhm. Ensemble, en Afrique du Sud, vous avez passé combien de temps? Personnellement, j'ai passé près de 10 ans, donc 9 ans et demi. Ma femme, comme elle m'avait rejoint 3 ans après, donc ça faisait 6 ans qu'elle a passé, 6 ans et demi qu'elle a passé en Afrique du Sud. Ouais. Et les enfants sont nés Les en enfants Afrique sont du Sud. tous nés en Afrique du Sud, mais les lois de là-bas, Mhm. ils sont pas sud-africains. Ok. C'est pas ce que la loi prévoit. Ils sont nés en Afrique du Sud, mais c'est des Congolais. Mhm. Ok. Ok. Quels ont été les hauts et les bas du côté boulot? Il faut dire que les opportunités que j'ai eues, c'est une expérience très positive que je garde en termes d'expérience professionnelle de l'Afrique du Sud. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai juste fini chez moi et puis je suis parti travailler en Afrique du Sud. Donc, toute l'expertise, toute l'expérience que j'ai de la médecine, je dois à l'Afrique du Sud. Et ça, c'est le positif, le plus grand positif. Et leur système de santé, il est très comparable à celui qu'on a ici aux États-Unis. Bien que ce soit un pays de l'Afrique, donc il faut vous rappeler que c'est en Afrique du Sud qu'on a fait la première transplantation cardiaque avec succès sur un humain au monde. Ça s'est passé en Afrique du Sud, pour ceux qui ont... J'ai pas bien entendu. Donc, on a fait une transplantation d'un cœur humain sur un humain en Afrique du Sud pour la première fois au monde. Donc, c'était pour vous dire Est-ce que... qu'ils vous ont bien entendu? C'est pour vous dire que le niveau de médecine de là-bas, il est très avancé, il est très comparable à au milieu occidental. Donc, à ce niveau-là, je suis très fier de ce qu'on a accompli. Ce que j'ai accompli en apprenant et en pratiquant la médecine en Afrique du Sud. Ça m'a donné la fondation que j'ai jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est parmi les positifs. Bon, je ne sais pas si... on a bien vécu, donc chaque place a ses problèmes. L'insécurité, c'est l'un des négatifs. L'un des points que je peux utiliser comme négatif par rapport à là-bas. Bon, il y a eu le mouvement des attaques de xénophobie. Bon, ça c'était des manipulations politiques tout à fait. Bon, et ça revenait à des vagues d'intervalles de 2-3 ans, chaque fois autour des cycles électoraux, il y avait toujours ce problème là-bas. Mais ça me mettait déjà mal à l'aise. Parce que tu regardes, tu as des enfants. Personnellement, je n'ai pas été physiquement agressé en Afrique du Sud, ni par les bandits, ni par les attaques xénophobes. Donc, je n'ai pas une mauvaise expérience, mais je connais des gens, des amis qui ont laissé leur peau, pour certains, et d'autres qui en gardent des cicatrices et des choses comme ça, où ils ont été victimes de de barbarie, de robberie, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le côté que je considère négatif. Et puis le troisième que je peux citer, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les gens qui n'étaient pas dans un système bien organisé comme le système médical. En dehors des gens de la médecine qui venaient de l'étranger, les autres, les ingénieurs, les économistes, ils devaient repasser par des systèmes comme refaire certains cours d'université, dans les collèges, pour avoir des équivalences, pour avoir la chance de postuler, parce qu'encore, il ne fallait pas seulement aller au cours, mais avoir la chance d'être sélectionné et d'avoir du boulot en Afrique du Sud, parce que leur système est tel que les lois sont claires. D'abord, le Sud-Africain. Quand il y a le Sud-Africain est bien, maintenant qu'il y a toujours besoin dans d'autres domaines, on va maintenant chercher les étrangers qui ont des compétences pour pratiquer, soit en économie, en droit, ainsi de suite. C'était très compliqué pour les autres. Pour la médecine, il y avait un chemin. Donc, il fallait bien suivre ce chemin là-bas et s'en sortir pour la plupart des étrangers. Donc, j'ai regardé, maintenant, c'était un peu ça le négatif. Malgré les négatifs, il y a eu beaucoup de positifs. Tu as passé tout le temps professionnel là-bas, en Afrique du Sud. Ouais. Ta vie, tu l'as construite là-bas.
13 ans après, tu te dis... Non, en fait, 10 ans en Afrique, près de 10 ans en Afrique. Oh, près de 10 ans, ok. 10 ans après, tu décides de sortir de quitter le luxe. Parce que tu as quitté ces luxes-là. Pourquoi? Une nouvelle aventure. Ouais, ça n'a pas été une décision facile que j'ai prise à la légère. Non, pas du tout. Donc, c'est comme tu l'as dit, il y avait déjà une stabilité que je m'étais octroyée. J'avais déjà pratiquement investi assez là-bas. Mais c'est en regardant beaucoup de ces paramètres-là, donc, comme je l'ai mentionné un peu plus haut, après 94, quand on a ouvert les opportunités aux Noirs de travailler en Afrique du Sud, après l'apartheid, l'abolition de l'apartheid, ça a créé une vague dans les migrations. Donc il y a eu plus de Noirs des autres pays qui sont allés, qui avaient les qualifications que les Sud-Africains recherchaient, entre autres la médecine. Mais, alors ce qui fait que cette vague-là a créé des remous dans les Sud-Africains qui étaient là. Ça se manifestait au fur et à mesure que les années passaient. Donc ils n'ont pas aimé le fait que voilà. ce sont les étrangers qui viennent occuper les postes. Exactement. Oui. À part ça, il y avait le fait qu'ils avaient déjà commencé à préparer leurs propres enfants en masse pour occuper tous ces postes-là. Donc tous ces facteurs mis ensemble, j'ai regardé, je me suis dit que le futur me paraissait très sombre. Donc je ne voyais plus mon avenir là-bas, et il faut le mentionner en passant que nous avions des contrats qui stipulaient clairement que des contrats renouvelables tous les 3 ans, dans lesquels il était stipulé que on vous a encore à ce poste là-bas parce qu'il n'y a pas un Sud-Africain qui a les mêmes qualifications que vous. Le jour qu'il y aura un Sud-Africain qui a les mêmes qualifications que vous, qui se pointera ici pour appliquer, sachez que, bon, on résilie votre contrat sans réfléchir. Ça, ce n'est pas une stabilité. Donc, nous étions en apparence stables et dans nos têtes confortables. Mais en réalité, il y avait cette pression-là qu'un jour, on peut résilier vos contrats quand il y a des Sud-Africains qui viennent. Et je l'ai vu en masse aller vers les études de la médecine. Et il était temps pour moi de commencer à réfléchir à l'alternative. Donc, il n'y avait pas de garantie à 100% que bon, mon futur était là-bas. Donc, j'ai commencé à regarder dans une autre direction. Donc, j'ai ciblé le Canada, j'ai ciblé les États-Unis. Et l'Australie était comme un 3e choix, juste comme ça. Et j'ai entamé des démarches avec l'ordre des médecins de tous les autres 3 pays que j'ai cités. Donc, à partir de l'Afrique du Sud. Avec l'ordre des médecins du Canada, l'ordre des médecins des États-Unis, l'ordre des médecins de quoi ça, de l'Australie. Donc tu peux le faire, tu peux faire toutes ces démarches-là. Ouais. À l'extérieur de tous ces 3 pays. À moins que les choses aient changé, mais à l'époque, il n'y avait que les 2 pays-là, Afrique du Sud et l'Égypte. Donc tous les autres pays africains devaient soit se rendre physiquement en Afrique du Sud ou en Égypte. Ouais, donc c'était un peu ça la chance que j'avais en étant là-bas. Donc je pouvais faire ces démarches-là à partir de... Ok. Madame ton épouse, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, pour elle, il était clair que c'était un bon choix. Pourquoi? Parce que en Afrique du Sud, elle n'avait pratiquement pas de chance de travailler. Elle n'a pas fait la médecine. C'était différent. Donc tout ce qu'elle pouvait entreprendre là-bas, c'était, oh non, c'est réservé aux Sud-Africains. Donc c'est réservé aux Sud-Africains. Donc elle ne pouvait pas rester indéfiniment dans la maison. Mais, donc c'est aussi l'un des facteurs qui m'a motivé de partir. Je regarde d'abord ça, et puis bon, les enfants que j'ai commencé déjà à avoir là-bas. Ils sont là-bas, ils ne sont pas Sud-Africains. Mais ils ne sont pas Sud-Africains. Ça veut dire qu'il y a toujours ce nuage qui pèse sur leur tête qu'un jour, on va regarder, on va dire, vous n'êtes pas Sud-Africain, même si vous n'avez pas étudié, vous avez étudié ici, donc vous n'avez pas à accéder à certains postes, à certaines choses. Donc je ne voulais pas donner un tel avenir à mes enfants. Ça, c'est un autre paramètre. Donc, quand j'ai dit à ma femme que j'envisageais chercher autre part, elle m'a encouragé. Elle dit, cherche, moi je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'ailleurs, je peux avoir la possibilité de me retrouver aussi. Et
ça s'est avéré très, très positif. Tu entreprends toutes les démarches, tu te mets d'accord avec ta femme, c'est très important. C'est ta compagne, c'est ton ami de tous les jours, la femme avec qui tu vis, pour ceux qui sont en couple. C'est toujours important de les consulter. C'est très important. Vous vous mettez d'accord, vous délibérez que bon, nous devons quitter. Les amis qui n'ont pas eu cette vision, qui n'ont pas pu voir en avance la situation sud-africaine, qui n'ont pas pu voir ça arriver, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Beaucoup m'ont pris pour un malade. Tu es fou ou quoi? Tu veux laisser tout ça pour aller te rechercher, recommencer à zéro et tu ne réfléchis pas à ta famille, tu ne vois pas. Donc il y a eu des gens dans la majorité des cas qui m'ont franchement qui m'ont pas compris et qui m'ont sévèrement jugé. Mais il y avait un groupe de 2 ou 3 avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit associe-nous à cette histoire. Nous on te comprend, nous savons aussi que ce pays ne va pas dans la bonne direction, nous ne pouvons pas nous relaxer ici. Alors à 3, on a commencé d'abord la démarche du Canada. D'abord, un avait fait les examens avant moi. Il a réussi les examens du Canada. Il a réussi à partir de l'Afrique du Sud. Il m'appelle et dit, prends les examens du Canada. Prépare-toi à ces examens-là. Voilà ce qu'il faut pour que tu t'en sortes. Ah oui, il me donne l'information. Il me dit, je viens de faire, tu peux faire. Bon, avec l'autre ami, le deuxième, on s'est mis au travail. J'ai mis mon temps là-dessus. J'ai travaillé pendant 3 mois de préparation et puis j'ai pris ces examens là-bas. Ça a marché. L'autre ami, ça n'avait pas marché. Il a dû reprendre encore un peu plus tard. Ça a marché pour lui. Donc, nous tous 3 là, on avait fait nos examens du Canada. Ça a marché. Mais maintenant, on a commencé pour travailler. Ils exigeaient une deuxième partie de ces examens-là. Il fallait venir le faire au Canada. Alors, on a entamé les démarches du Canada pour avoir les visas compliqués. Avec un passeport congolais, c'était comme un chemin de la croix. Donc, on avait déjà, disons que notre pays n'avait pas une bonne réputation dans les services de l'immigration. Il faut mentionner qu'à l'époque là, tu continuais toujours à travailler comme médecin. Oui, là, je continuais à travailler pendant que je faisais toutes ces démarches-là. Oui. Alors, on nous a vraiment compliqué au niveau de l'immigration canadienne pour qu'on vienne faire des examens, bien que l'Ordre des médecins avait établi des lettres pour nous déplacer et aller là-bas. Donc, pour soutenir notre application au niveau de l'ambassade, mais ça n'avait pas marché. En même temps, on s'est dit, bon, on essaye les États-Unis, il y a la loterie américaine. C'était ma toute première fois de tenter cette expérience-là. Et je l'ai fait dans ma maison. Ma femme m'a pris ma photo pour jouer à cette loterie là-bas. Elle m'a pris la photo. On est allé sur le site de la loterie américaine. On a introduit nos données. Et puis bon, on a attendu les résultats. Un jour, je me lève, hop, je vérifie les résultats. On m'a sélectionné. C'était la toute première fois que j'ai essayé et ça a marché. Ça a marché. J'ai dit, bon, écoutez, le Canada, ça traîne. Je vais aux États-Unis. J'ai le visa d'aller aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Je vais me battre là-bas. Donc, c'est ce qui vous a amené ici où nous sommes, aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Et en Californie. Ouais. Tu as rencontré le même difficulté qu'en Afrique du Sud en termes de choc culturel, intégration ici en Amérique. Tu es arrivé, ça fait quelques années, bien sûr. C'était quoi les chocs? C'était comment ton intégration? Commençons par les chocs. Disons que mon passage en Afrique du Sud m'a tellement préparé pour mon intégration ici aux États-Unis. Comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud est un pays très avancé par rapport à l'Afrique. Tout ce que l'on voit ici, les autoroutes, les malls, les maisons, les types de constructions, c'est très comparable à l'Afrique du Sud. Les banques, le système bancaire, les hôpitaux, c'est très comparable. Donc, à ce niveau-là, je n'avais plus de choc.
tout ce qui était choquant, c'était le fait qu'on roulait à gauche là-bas en Afrique du Sud, mais en fait on roulait à droite, on devait changer maintenant, rouler à gauche, parce que les Sud-Africains ont le modèle britannique. Oui, oui. C'était l'une des choses. Bon, et puis bon, le fait que l'Amérique c'est un très grand pays, donc ça c'était un choc aussi. Bon, c'est ça un continent ça. Alors donc, mais l'intégration pour moi ça a été comme un chemin tracé. Comme pour vous dire que vous pouvez avoir des idées ou vous avez déjà entendu des histoires de certaines personnes qui vous disent que quand vous venez ici avec les diplômes de chez vous, il faut les déconsidérer. Oh oui. Ouais, ils servent à rien. D'ailleurs, quand ils quittaient l'Afrique du Sud, il y avait des pareils conseils, des pareils... Absolument. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Donc il y avait... Parlez-nous un peu de ça, oui. Ouais. Alors quand j'ai quitté l'Afrique du Sud, quand j'ai parlé à la communauté, comme nous en avons ici, donc on vivait vraiment en communauté là-bas également. Alors il y avait un ami qui m'a donné un coup de fil, il m'a dit, écoute, il y a un autre médecin, malheureusement, paix à son âme, il est déjà mort. Alors il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai entendu que tu vas aux États-Unis. Il dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui vient des États-Unis, médecin comme toi, il est parti de l'Afrique du Sud. Il est allé aux États-Unis, mais il est rentré. Il a dit que là-bas, c'est impossible de vivre. C'est compliqué. Tu ne peux pas t'en sortir, surtout pas en médecine. Bon, j'ai dit que je compatissais à l'échec de son ami, mais moi, j'avais déjà pris ma décision, que je me sentais préparé d'une manière ou d'une autre, que j'allais faire face à la vie. Il me dit, mais écoute, tu vas finir dans les entrepôts, les warehouses, où tu vas commencer à transporter les cartons. Et j'ai dit, mais écoutez, si toi et moi on est ici, si c'est à ça que ça va arriver, je préfère aller encore là-bas ou donner de la chance à mes enfants, même soulever ces cartons là-bas. Si ça paye les billes, si ça paye le loyer, si ça me paye ma voiture, si ça me paye, qu'est-ce que je cherche d'autre? Donc, tout travail que je ferai là-bas, j'y vais. Moi, c'était juste pour couper court à cette discussion avec un ami. Je savais exactement comment je m'étais un tout petit peu préparé, mais je ne savais pas exactement comment les choses devaient se passer ici aux États-Unis, parce que c'était ma première expérience. Donc, pour vous dire que vous allez entendre des décourageurs. Il y a des gens qui vont vous dire qu'on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu les diplômes de chez vous, comme on parlait des diplômes, il faut les oublier, rentrer au collège, il faut refaire tout le cycle pour être adapté. Ils vont vous parler comme s'ils étaient déjà... ils avaient fait cette expérience. Et non, ils vous parlent des choses qu'ils ont entendues. C'est comme s'ils étaient dans la prise de décision de ces institutions. Exactement. Donc, une parenthèse pour nos gens, en fait, les gens qui viennent de chez nous, par exemple. Moi, je suis dans un domaine particulier. Je peux me permettre de donner des conseils à quelqu'un qui est dans la poursuite de la même chose que moi. Parce que je l'ai précédé, je peux prétendre lui donner une ligne à suivre. Mais si quelqu'un vient de chez nous, il a fait le droit par exemple, il a fait l'économie, il me contacte, il dit mais attends, en tout cas toi apparemment ça va là-bas, dis-moi un peu comment tu as fait. J'ai dit bon, qu'est-ce que toi tu as fait? Il me dit l'économie. Si je me mets à lui donner des coachings par rapport à comment s'en sortir en économie ici, je lui rends un mauvais service. Je ne suis pas honnête avec lui. Donc j'ai l'humilité de savoir m'arrêter. Là où je n'ai pas de connaissances, je réfère à quelqu'un. Donc c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Même si je suis venu 5 ans, 6 ans avant cette personne-là, ça ne veut pas dire que je connais tout. Je peux lui donner des orientations d'ordre général. Oh, tu peux t'enregistrer à une banque comme ça, ouvrir un compte. Tu peux faire ceci. Ça sont des conseils d'ordre général d'intégration. Tu peux aller contacter le county pour chercher du boulot et des choses comme ça. On va te donner des petites formations, des choses comme ça pour chercher n'importe quel boulot d'abord pour commencer. Ça, ce sont des choses que je peux donner comme conseil à quelqu'un, mais je ne peux pas lui dire des choses particulières par rapport à son domaine. Donc, c'est ça que moi, je suis très réservé. Je vais te chercher, je vais dire, je connais peut-être quelqu'un qui a fait ça, je te mettrai en contact avec lui. Essayez de parler avec. Donc, moi, je ne vais pas me mettre là et dire, non, je connais tout, parce que ça fait 6 ans que je vis ici. Non. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font.
La communauté congolaise t'a bien accueilli ici? Ouais. Alors, il faut dire que j'ai atterri aussi dans la famille d'un ami ou une amie avec qui on a été au pays. Donc, c'est toujours des amis, encore une fois de plus, qui me sortent un tout petit peu de... Oui. C'est important d'avoir des relations et de bien les gérer, de bien les conserver, parce qu'on ne sait jamais. Donc, demain, on se retrouve quelque part. Je suis avec toi aujourd'hui. C'est toi que je considère comme mon frère. Que s'il y a une situation catastrophique qui m'arrive ici, c'est vous les premiers qui allez tomber dans le secteur, vice versa. Donc, c'est un peu ça. Donc, le sens de la famille n'est plus réduit au sens de mon propre frère qui est né d'une mère, la même que moi, le même père que moi, ou ainsi de suite. Non. Donc, le sens de la communauté est très important. Et ici, la communauté peut vous orienter, vous assister d'une manière ou d'une autre dans l'intégration. C'est ça l'objectif de cette vidéo ici. Vous puisez dans tout ce que j'ai dit, je partage avec vous pour essayer de aller de l'avant dans ce que vous entreprenez ici. Donc, comme pour l'affaire des diplômes et tout ça, moi je ne fonctionne qu'avec le diplôme du Congo. Je n'ai pas pris d'autres cours de collège ou quoi que ce soit ici. Et ça, ce n'est pas un mensonge, c'est vérifiable. Il vient du Congo avec un diplôme congolais. Il est médecin. Il est devenu médecin au Congo. Maintenant là, ici, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Et il veut dire qu'il n'a que ce diplôme-là. Il n'est pas allé à gauche ou à droite pour ajouter quoi que ce soit. Écoutez-les encore une fois. Et pour vous élaborer un tout petit peu, vous préciser, je travaille toujours dans le domaine médical. Je travaille dans le service de cardiologie aux cliniques universitaires de l'Université de la Californie, ici à Sacramento. C'est un très grand hôpital, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc, l'Université de la Californie, ce n'est pas une petite université non plus. Il y a plusieurs campus autour. Donc, le plus proche campus, c'est le campus de Davis que nous avons ici, à côté de chez nous. Donc, pour entrer dans ces institutions-là, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est très important de différencier les deux choses-là. Ça peut paraître très difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, tout ce que j'exploite, je l'ai eu au Congo pour me retrouver là où je suis. Donc, ne vous faites pas emballer dans des histoires des gens, non, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. C'est vrai, si vous n'avez jamais vu, ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Sachez vous vendre. Vous êtes un produit qu'une université a produit au Congo. Vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter dans tout ce qu'on vous a donné comme connaissance au Congo. Vous avez quelque chose que vous pouvez exploiter immédiatement pour fonctionner dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que si vous voulez devenir CEO, on va vous prendre à ce niveau-là. Il faut savoir une chose aussi, c'est que il faut entrer d'abord. Là où vous voulez entrer, même au plus bas niveau. Parce que vous êtes déjà entré là-bas, c'est facile de vous... Imaginez que vous êtes à l'extérieur d'une maison. Vous n'avez aucune chance d'atteindre ne plus que la chambre dans cette maison là-bas si vous êtes dehors. Mais si vous entrez dans cette maison, même si vous entrez par le garage, vous êtes dans cette maison-là. Un jour, vous allez vous retrouver au niveau de la chambre, 3e niveau, 4e niveau, que vous souhaitez atteindre. C'est un peu ça que les gens ne comprennent pas. Donc, il faut savoir, comme on dit, l'humilité vous... précède la gloire. Voilà. Vous vous rabaissez, on va vous élever. Venez pas avec les idées, non, moi j'étais déjà à ce niveau ici, de là où je viens, je veux seulement garder... Non, 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 il faut savoir se faire humble. Se faire humble, se faire des amis, et ce sont ces gens là-bas autour de vous qui vont donner un témoignage, et c'est ce témoignage-là qui vous élève. Je pense que les gens ont suivi tous les bons conseils que tu as prodigués. Docteur Kabeya, nous voici à la fin de cette émission. Tu as beaucoup à dire, mais un mot aux Congolais qui vit encore au Congo, qui est désespéré. Un mot aux Congolais qui vit maintenant en Afrique du Sud, qui est encore en état de désespoir. Un mot aux Congolais qui vient d'arriver ici et qui ne se retrouve pas.
Voilà. Donc, pour nos Et compatriotes... à tous les Africains. Voilà. Ah, si je peux me le permettre. Oui. Voilà, à tous les compatriotes qui sont encore au Congo, qui ont des ambitions de sortir pour venir ici aux États-Unis en particulier, sachez une chose, c'est que tout est possible. Tout est possible. Les États-Unis, c'est un pays très ouvert, très ouvert. Il y a beaucoup de compétition. On ne regarde pas d'où est-ce que vous avez obtenu votre diplôme, comment vous parlez un mauvais anglais, et ainsi de suite. Non, ça c'est un problème que nous avons là encore, surtout dans les pays francophones en général, où quelqu'un va dire la papa à la place du papa et ça va le coller tout au long de sa vie et on va s'en moquer comme s'il a commis le péché de tuer le Christ. Les Américains ou les anglophones en général, ils ne sont pas comme ça. Les gens ils sont ouverts. Venez avec un esprit compétitif, vous allez vous en sortir. La préparation, tout de même, c'est quelque chose de très important. Sachez dans quoi vous pouvez vous lancer. Préparez-vous par rapport à ces objectifs-là. Informez-vous à la source. C'est très important. Ne vous fiez pas seulement aux on-dit. Par exemple, on a entendu des choses du genre, non, là, aux États-Unis, les gens qui sont au pays nous appellent, mais il paraît que vous, là, aux États-Unis, vous courez toujours, vous avez 3 boulots, 4 boulots pour faire face à la vie. Écoutez, c'est un pays ouvert, il y a des opportunités. Si quelqu'un choisit, c'est un problème de choix, très important. Si quelqu'un choisit de faire 2, 3 boulots, parce qu'il en a la possibilité, c'est son choix. Moi, je n'ai qu'un seul boulot, depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Donc, j'ai dit que c'est un mythe qu'on a déjà créé dans les gens. On leur dit qu'il faut travailler comme des malades pour s'en sortir. Ça dépend. Il y a des gens qui ont des responsabilités, peut-être qui dépassent leurs moyens, ils doivent couvrir. Ce sont des choix tout à fait personnels et on les respecte. Donc, mais on ne va pas généraliser. Je ne veux pas dire que ça se passe comme ça partout aux États-Unis. Je veux dire carrément que ça, c'est un mythe. C'est faux. Ce sont des choses qu'on vous raconte. Ça peut être difficile selon le type de boulot que vous faites. Il faudra combiner ça et là pour arrondir les mois. C'est possible. C'est autant de possibilités. Mais ce ne sont pas des règles générales. Donc, je n'ai qu'un boulot. Je m'en sors très bien. Donc, je ne vois pas ça comme un problème. On va dire non, mais tu es une exception. Je ne suis pas le seul. J'en connais plusieurs qui font la même chose. Donc, ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut enlever dans les têtes des gens. Donc, il faut enlever les spéculations. Allez à la source, informez-vous. C'est très important. L'information est là. À l'heure actuelle, vous avez l'information avec vous dans vos poches, sur Google. Allez sur Internet, sur des sites fiables. C'est encore important. Alors, pour ceux qui sont en Afrique du Sud et qui ont la possibilité, qui ont l'envie de venir ici, je dirais que mon expérience, je l'ai vue, ça vous paraîtra un peu similaire par rapport à l'Afrique du Sud en termes de comment le système fonctionne. Il est très similaire, très comparable. Vous êtes quand même en avance par rapport à quelqu'un qui partirait directement du Congo. Parce que vous avez déjà la langue. Même si vous imaginez que vous ne parlez pas très bien, les Américains comme les Sud-Africains ne vont pas se moquer de vous. Les anglophones en général, ils sont cool. Ils vont vous porter correction. Chaque fois que vous avez des troubles de parler, ils vont vous ajouter les mots. Si longtemps que vous commencez une phrase, ils vont dire « Ah, vous voulez dire ceci et tout ça ». Ils vont vous aider dans ce sens-là. C'est ça la différence. Donc, vous avez déjà ça si vous partez de l'Afrique du Sud. Le reste des choses, vous allez vous adapter. Donc, la première des choses, on vous dira « Oh, mais par exemple, nous, on est en Californie ici avec mon frère. On va vous entendre des choses du genre « Mais pourquoi vous allez là-bas? C'est trop cher ». C'est vrai, c'est cher. Mais est-ce que nous sommes des milliardaires ici? Nous sommes des millionnaires? Non, nous avons nos boulots qui nous permettent de payer tout ce que nous payons et nous vivons décemment. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde qui est en Californie... La Californie, c'est une grande économie, classée 4e au niveau mondial. Donc, ça veut dire déjà que tous ces paramètres-là doivent vous mettre déjà à la tête que c'est un pays, c'est un État très ouvert. Qui a beaucoup d'opportunités. C'est ça qu'il faut comprendre par les chiffres en économie, là. Grande, économie au niveau des États-Unis,
En termes de population, il y a 40 millions d'habitants ici en Californie. Est-ce que tout ce monde-là sont des millionnaires? Non. Tout le monde vit avec un boulot et tout ça, ils vont au travail et rentrent chez eux. Donc, ce sont des mythes que les gens vont mettre. Et l'expérience que chacun va partager, c'est par rapport à là où il vit ici aux États-Unis. Moi, je ne peux pas parler au nom de ceux qui vivent dans la côte est des États-Unis, New York, Maine, Portland. Je ne sais pas parler par rapport à ça. Si quelqu'un m'appelle, dit, mais écoute, il paraît que là chez vous à Maine, moi je dis, moi je suis pas à Maine, je suis ici aux États-Unis, la côte ouest, c'est différent. On peut être dans un même pays, mais dans des États différents, et les choses sont faites d'une certaine manière. Donc l'intégration pour ceux qui sont ici aux États-Unis, il ne faut pas jeter tout ce que vous avez acquis comme connaissance au pays. Vous avez amené un diplôme, essayez de l'exploiter d'une manière ou d'une autre pour vous repositionner. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Essayez. Moi, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai essayé, j'ai poussé les portes, elles sont ouvertes. Et ça marche. Et ça a marché. Essayez avec ce que vous avez. Il faut oser. C'est ça le pays. On a dit que les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Ce sont là, ces opportunités-là. Elles sont là. Osez aller vers ces opportunités. Dans le domaine qui vous est confortable, poussez. Vous allez vous en sortir. J'en ai vu. J'ai des exemples palpables ici. Donc, ce n'est pas qu'on parle juste en vain. Je suis un témoignage vivant. Je connais des autres personnes autour de moi qui s'en sont sorties aussi. Donc, ce n'est pas impossible. Ça paraît difficile, mais ce n'est pas impossible. Retenez cela. Oh, merci beaucoup encore une fois, cher docteur Kabeya, pour le temps au Congo. Tu étais médecin, ici, tu es encore médecin. Pour toutes ces paroles de sagesse et tous les conseils prodigués, je pense que ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre en bénéficieront beaucoup. Merci.